Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, comme d'hab, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, il y a le chapitrage dans la description YouTube. Il y a aussi des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre, à me follow, voilà. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou à partager la vidéo. Ça permet à celle-ci de grossir et à la chaîne de grandir. Voilà, c'est dit, tout ce que j'avais à dire. Et on va commencer maintenant. On commence avec Aohashi, donc le premier manga du nouvel éditeur Mangetsu. Alors j'en parle vite fait parce que je vais réserver un manga show sur ce titre, mais pas tout de suite, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que j'ai fait un petit peu mon planning par rapport à ce que je veux sortir et ça sortira pas avant au moins 2 semaines. Donc je vais juste vous dire, c'est de la balle, foncez. En fait, j'ai prévu aussi de faire un double manga show avec un autre manga de foot qui est sorti cette semaine. Je parle bien sûr de Captain Tsubasa Dream, le remake de Captain Tsubasa. Non, je rigole, je parle de Blue Lock. Et j'ai lu le premier chapitre de Blue Lock. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux mangas sont diamétralement opposés, bien qu'ils traitent d'un même sujet, le foot. Donc j'en parlerai dans ma vidéo. En tout cas, c'est super bien. Allez-y. Je vais juste faire un petit point. Alors j'ai vu beaucoup de gens dire c'est un super chaîne, super chaîne. À la base, c'est pas un shonen, c'est un seinen. Alors je vais pas faire mon mec qui sait tout. Je vais essayer un petit peu renseigner. C'est dans le même magazine que ce que fait Inu Asano, Naoki Urasawa et Jagan. Alors c'est sûr que c'est très différent, mais en fait, je trouve qu'il y a cet aspect shonen neketsu, un petit peu comme on a dans Blue Period ou comme on a dans Blue Giant, mais avec cet esprit beaucoup plus neketsu. C'est-à-dire qu'on a un propos très sérieux, mais avec vraiment cette vibe qui te fait crier en fait. C'est vraiment super cool. Donc voilà, Aohashi. Si vous pensez que c'est un shonen juste sympathique sur le foot, foncez. C'est très intelligent, c'est très intéressant. Moi en tout cas, j'ai kiffé le tome 1, j'ai surkiffé le tome 2 où il y a un peu plus un match, ce qui fait que on voit plus l'action, on voit beaucoup plus un vrai match de foot. Et d'après ce qu'a dit l'éditeur, il n'arrête pas de le dire sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, le tome 3 il y a une dinguerie. Donc j'ai hâte de voir le tome 3 qui sortira début juillet, donc dans un mois maintenant. Donc en tout cas, Aohashi, foncez, c'est de la balle. Maintenant on parle de Détective Conan avec les tomes 31 à 45. Alors, je vais être un peu méchant, il s'est pas passé grand chose dans ces 15 tomes. Alors, il s'est pas passé grand chose dans le sens où, quand je fais un petit peu le point des gros trucs, où il y a beaucoup de chapitres qui font pas avancer l'intrigue ou qui, en mon sens, ne font pas avancer l'univers de Conan. Je pense que la moitié ne servent pas à grand chose. Mais il s'est quand même passé énormément de choses vis-à-vis de l'enquête avec Conan, parce que déjà, il y a eu une première confrontation entre Conan face à Vodka, donc le subalterne, le second de Jin. Limite, il a fallu les rencontrer en face à face et se faire buter. Ça s'est joué à 5 secondes. Genre, Conan, il était dans un casier, il s'était ouvert le casier, ils ont dit oh putain, appelle-toi, on se casse. Et à un casier près, il le trouvait, il le niquait. Donc on est vraiment sur du... Il y a un gros indice, surtout qu'en plus, ça fait revenir par rapport à des indices qui étaient venus il y a quelques chapitres liés à Tequila qu'on avait croisé. Wouah, il y a au moins 20 tomes. Il y a aussi une histoire par rapport à ça. Il y a des conséquences, c'est qu'il y a une enquête par rapport à Ai et sa mère, et qui découvre une cassette de la mère de Ai qui lui laisse un petit message en disant ma fille, je t'ai toujours aimé. Super cool. Et surtout, dans ces 15 tomes, on a une grosse résolution. Alors, ah non, en plus, j'ai pas dit ça, j'ai pas tout dit. On avait déjà eu l'apparition de Akai, qui était un personnage qui était un petit peu mystérieux, avec un bonnet qu'on voyait tout le temps, on sait pas trop qui c'était. On découvre enfin qui c'est, parce qu'on découvre, en fait, on a un autre personnage qui est introduit, qui s'appelle Jack Black, qui est le directeur du FBI. Et on découvre qu'en fait, Akai est un membre du FBI. Et un autre personnage qu'on voyait dans l'histoire un petit peu, on sait pas trop qui c'était. On avait un doute si c'était Vermouth ou pas, qui était la prof d'anglais Jodie, Saint-Émilion. En plus, Saint-Émilion, c'est un alcool, donc tu fais le rapprochement. C'était un petit peu facile. Non, elle aussi travaille pour le FBI. Et donc tu dis, oh putain, tous ces gens, c'est le FBI. Et il y a une méga confrontation entre Conan, alors qu'il se fait passer pour Shinichi, mais en fait c'est pas Shinichi, c'est Heiji Hattori qui s'est déguisé en Shinichi, qui affronte Vermouth. Et il capture Vermouth. Enfin, il le capture pas, il le battent, enfin il la battent. Ils arrivent à niquer un membre des Hommes en Noir qui s'appelle... non, c'est pas Jin, c'est un autre nom. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Bon, c'est un sniper, c'est Akai qui le nique. Et bon, ils ont une première victoire contre les Hommes en Noir, c'était épique. Et on me dit qu'il se passe rien dans Conan. Fuck. Parce que même au niveau du lore, et en fait c'est un truc que j'ai remarqué parce que, alors je l'ai pas dit, mais en fait je parle du tome 45,
mais je suis quasiment arrivé au tome 60 parce que ben il y a eu un petit décalage par rapport à mes lectures, ce qui fait que ben, je vais en parler là et la semaine prochaine du tome 46 à 60 parce que je suis carrément arrivé au tome 60 et après on va reprendre un cycle de 1 lecture sur 2 parce que la semaine dernière j'ai pas fait de lecture, c'est pour ça. Par rapport au lore, je me rends compte d'un truc, c'est que Conan, c'est une œuvre de Rumiko Takahashi. Il y a tous les 4-5 tomes, il y a un nouveau personnage qui apparaît. Tu te dis, oh, c'est qui ce nouveau personnage? Et il va porter des nouvelles choses, des nouvelles intrigues. Ça va être genre un pote, ça va être un amoureux, ça va être un rival, etc. Et il y a tout le temps ça. T'as Jodie qui apparaît, il y a des intrigues par rapport à elle, il se passe plein de choses par rapport à elle. Il y a un chapitre qui. Osef, on va dire, hein, dit comme ça. Hein. Mais il y a la mère de Conan qui revient, donc la mère de Shinichi, et il y a la mère de Ran qui est là. Et on découvre que la mère de Ran et la mère de Shinichi, c'est des copines d'enfance. C'est génial, mais ça sert à rien. Mais toi, par rapport à tout l'univers de Conan, enfin toutes les intrigues des Amants Noirs, cette relation entre les mères de Shinichi et Ran ne sert à rien. Mais au niveau du lore, c'est super intéressant. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc en faisant des recherches par rapport à la mère de Shinichi et un autre personnage qui apparaît dans les tomes que je suis en train de lire depuis quelques temps, mais j'en parlerai dans le prochain mes lectures. Des dingueries, des grosses dingueries. Parce que j'ai noté d'autres trucs. Non, bah, y a aussi, ça avance toujours un petit peu Takagi et Saito, donc Miwa plutôt, donc les deux inspecteurs qui travaillent pour Maigret, c'est super cool. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre C'était tout, voilà, c'était tout. Il y a toujours des combats contre Kaito Kid qui apparaît une fois tous les 15 tomes, c'est toujours aussi cool. Mais voilà, en tout cas, bah, là, ces 15 tomes sont vraiment marqués par Conan qui affronte Vodka, et Conan qui affronte Vermouth et qui gagne contre Vermouth, donc ce qui fait qu'il commence à avoir des indices, surtout qu'il y a tout un délire, alors c'est pas dans ces tomes-là, c'est dans les prochains tomes, c'est que Vermouth a laissé un putain d'indice à Conan, qui va avoir beaucoup de conséquences sur les 15 tomes suivants, en tout cas sur ceux que je suis en train de lire depuis quelques temps, il y a des grosses dingueries, j'en parlerai dans le prochain mes lectures, mais en tout cas, Conan, c'est super bien. Death Note Short Stories, donc le petit recueil d'histoires courtes de Death Note, que j'attendais pas spécialement, que j'attendais, mais voilà, ce n'est pas le gros kiff, c'est pas la grosse sortie pour moi du mois. Je suis moitié content, moitié satisfait, c'est parce qu'en fait, ben, pour moi, il y a facile 50 pages qui ne servent à rien dans ce bouquin. Il y a tout ça, pour moi, ça ne sert à rien. Pourquoi? Alors en fait, il y a 4-5 histoires dans le bouquin. Il y a l'histoire de Akira, donc qui était une histoire qui a été reprise dans un film d'animation où il y a un enfant, on sait pas qui c'est en fait, qui tue des vieux pour faire baisser, on va dire, la moyenne d'âge au Japon. Et après, il y a des enfants qui disent ouais, tue-moi aussi. Et Nier dit t'es un mauvais Kira, t'es une merde, et l'autre il suicide. Point. Il y a l'histoire de Sekira, donc ce garçon qui crée une nouvelle règle du Death Note en faisant. En disant bah je vous vends le Death Note, et donc tout le monde essaie de le vendre, et à la fin de Trump dit je vais faire croire que je l'ai acheté, c'est génial, qui est cool. Et après ça, ben c'est un peu moins intéressant. Ils remettent toutes l'histoire en 4 cases drôles qu'on avait à la fin de certains tomes de Death Note, ben, que j'ai déjà en fait, donc j'ai les 12 tomes, donc ce qui fait que ces histoires-là ne m'intéressent pas. Surtout que ce sont un peu malvenus quand on connaît les conséquences de Death Note, voir des histoires un petit peu drôles, c'est vraiment creepy. On a l'histoire, alors le prototype de Death Note, donc on va dire le chapitre 0 qui montre un petit peu la genèse du produit avec une gomme qui permet de remettre les gens à la vie, qui était dans le tome 13, ce qui fait que c'est une histoire que j'ai déjà lue, donc ça fait un peu doublon. Et après il y a vraiment une histoire sympathique sur les origines de L, et comment il est devenu L, comment il a rendu Watari super riche, qui est super cool, qui est vraiment le truc que je connaissais pas, donc ça m'a vraiment plu. Mais c'est vrai que, bon, bah, sur le bouquin, il y a une histoire, comme je dis, comme j'ai le tome 13, ça fait doublon. Alors ceux qui l'ont pas, c'est cool, mais ceux qui l'ont déjà, bah on a une histoire, je l'ai même pas lu en fait. Alors peut-être que la traduction est remaniée, mais je l'ai même pas fait l'effort de le relire, parce que ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir pour la collection. Alors, j'en parle aussi tout de suite, hein. Lundi, il y a un mangaverse sur Death Note, voilà, c'était même pas prévu par rapport à cette sortie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Death Note parce qu'il y avait ce titre qui sortait. Moi, c'est prévu depuis belle lurette que je vais parler de Death Note. Mais voilà, ça coïncide avec la sortie de ce truc-là. Ça fait plaisir. Parce que, voilà, pour être sincère, les mangaverse, je réfléchis aux critiques au moins 1 an à l'avance. C'est-à-dire que quand j'entame le début de la saison, je sais déjà que j'ai envie de parler de ce titre-là, ce titre-là. Ce qui fait que je sais que là, je vais parler de Death Note lundi, mais que le prochain mangaverse, je sais déjà de quoi je vais parler. Petit indice, c'est un manga de SF, mais je parle pas du manga, je parle de toutes ces adaptations animées, que ce soit film, série ou OAV. Gros indice. Maintenant, si vous trouvez c'est quoi, vous êtes fort. En tout cas, voilà, manga de SF, mais je parle pas du manga, mais des animés. J'en dis pas plus, essayez de trouver. Il y a beaucoup de films,
quelques OAV et une grosse série. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, en tout cas, Death Note, c'était sympa, mais j'avoue que il y a une histoire qui m'intéresse pas plus que ça. Je parle vite fait du tome 98 de One Piece, parce que je l'ai en édition collector, alors je ne l'ai pas encore déballé, parce que je pense me reprendre un tome classique 98, comme j'avais fait pour les tomes édition anniversaire, où j'avais acheté les tomes anniversaire et les tomes classiques, ce qui sert absolument à rien, parce qu'il n'y a rien de plus en fait, c'est juste une couverture en plus. Là c'est pareil, c'est juste un étui, mais il y a ce petit côté un petit peu vieux collectionneur de comics qui les met encore dans des films plastiques, qui les garde sous cellophane, voilà. Là c'est pareil, j'ai envie de le garder toute ma vie sous cellophane et me dire, ça, c'est un jeu de collection, et peut-être que quand je serai un vieux monsieur mangas qui aura 70 ans, je mettrai ça sur eBay, j'aurai 1000 balles qui vont arriver, 10 000 balles qui vont arriver, et j'aurai ma retraite. Ne faites pas ça, c'est dégueulasse. Mais voilà, j'y pense aussi. Dites que quand je serai vieux dans la dèche financièrement, je mets ça sur eBay, je suis milliardaire, tranquille et mille, même si voilà... En vrai, c'est qu'un étui en cuir. Il n'y a rien de fou dedans. Il n'y a aucun objet en plus. Il n'y a même pas les signatures de l'auteur, c'est juste un étui en cuir. Donc je comprends pas que les gens les vendent déjà à 70 € déballés sur eBay. Les mecs sont fous. J'en parlais avec Aohashi. Blue Giant, c'est suprême, c'est la suite de Blue Giant. Donc nos héros sont toujours en Allemagne. Alors ils recrutent un batteur, ça y est. Alors qui est un peu bizarre, un peu difficile parce que il veut pas rentrer dans un groupe, mais il a envie de rentrer dans le groupe du héros. C'est un peu compliqué. C'est tout le cheminement, l'intrigue de cet homme-là sur le batteur. Est-ce qu'il veut rejoindre ou pas le groupe? Et alors, si je dis pas de bêtises, à la fin du temps, ils vont partir en France. Donc ça y est, Cocorico, il vient de chez nous. Depuis le temps qu'il dit qu'il va aller en France, ça y est, il est chez nous. Voilà, pas grand chose à dire sur ce tome-là, à devoir la suite. En tout cas, moi, Blue Giant Suprême, c'est toujours un kiff à lire. Toujours un super manga que je vous conseille. Encore du bleu, Blue Period. Donc cette fois, on parle de peinture et puis de musique. Même si on est toujours sur un manga, on va dire un seinen, mais avec cette petite vibe shonenesque, avec des rebondissements, on va dire des actions que le héros doit faire qui font très shonen. Alors, il y a un truc qui m'a un peu... casser les couilles, on va dire ça comme ça. Alors c'est pas de la faute de Pika, hein, parce que voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils reçoivent du Japon. C'est que on a une édition en noir et blanc par rapport aux pages japonaises. Et en fait au Japon, des fois il y a des pages couleurs qui ont l'air sublimes. Le problème c'est qu'on les a en noir et blanc. Et donc on se retrouve avec, je sais plus, voilà, pareil, je sais pas, j'ai essayé de retrouver une page. Mais je me dis, waouh, c'est trop bien. Voilà, par exemple. Super la page couleur, hein. Elle est magnifique, hein. Mais ouais, c'est que des nuances de gris. Ce qui fait que je suis sûr qu'il y a un putain de travail de couleur, mais c'est dommage que ça soit en noir et blanc. Parce que il y aurait du papier glacé, juste même un papier couleur, parce que comme ils l'ont fait pour Dreamland, avec des pages juste en la même façon, mais en couleur, ils l'ont déjà fait. En papier glacé, ils l'ont déjà fait. Mais c'est pas la faute de Pika, parce qu'ils savent le faire. Je pense que c'est les Japonais qui leur envoient du truc en noir et blanc, et ils font ce qu'ils ont. Mais voilà, c'est juste, ça me fait un peu chier, parce que j'aimerais tellement pouvoir savourer ces pages-là en couleur. En tout cas, c'est sûr que si l'auteur fait un artbook, je le prendrai parce que les couleurs ont l'air dingue. Enfin, en tout cas, ce qu'il fait a l'air dingue. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Ben, on est toujours sur le héros qui a un petit peu remis en question par rapport à son style, parce que finalement, il s'est mis du jour au lendemain à la peinture, il n'a pas vraiment trouvé son style, il fait un petit peu du générique pour marcher, et les gens le critiquent un peu pour ça. Et là, il y a un moment, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, où sa prof lui demande de faire une peinture sur une immense toile. Alors j'ai oublié le nom de la toile, c'est un dit F100 ou un truc comme ça. Et donc c'est un peu son challenge du tome, donc qui aura une résolution dans le prochain tome si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est super cool. Alors je suis un peu déçu, il y a le personnage, alors je sais plus son nom, excusez-moi, là, le Travelo, transsexuel, j'ai plus à chaque fois, j'ai un doute sur comment il se qualifie. Et comme c'est un homme qui se déguise en femme, j'aurais envie de dire Travelo. Voilà, pour pas dire de bêtises, qui est pareil, beaucoup moins en ce tome-là. Je suis un peu déçu, j'aurais voulu avoir la suite de ces péripéties que j'ai trouvé très intéressant dans le tome 2. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce personnage-là, qui se laisse pas démonter, alors que bah, il fait quasiment une tête de moins que le héros. Il pourrait se dire, je ma gueule, c'est un monstre, il va me foutre une claque. En plus, il a un look de racaille, il va me casser la gueule. Mais non, il se laisse pas démonter, c'est vraiment cool. En tout cas, Blue Period, c'est toujours aussi bien. Kaguya-sama, Love is War, tome 3, donc avec en couverture Ai Ayasaka, la secrétaire, assistante, domestique de Kaguya, alors qui était apparue un petit peu dans les tomes précédents, mais là, ça y est, elle a une véritable introduction en tant que
femme à tout faire de Kaguya, genre à se plier à ses moindres désirs, genre elle va se déguiser, elle va se mettre une combi moulante pour s'infiltrer, échanger du café pour que Miyuki, le président, il boit un café qui est moins caféiné, qui fait qu'il a envie de faire la sieste pour s'endormir sur Kaguya. C'est génial. Par rapport à la suite, j'ai hâte de relire le chapitre du bain par rapport à Ayasaka. Ceux qui voient l'animé, vous savez de quoi je veux parler, mais cet épisode, il m'avait tellement fait rire par rapport à ce personnage. Ensuite, alors, je vais faire un petit top 3 de ce que j'ai aimé. Alors, top 3. Les 3 vraiment chapitres que j'ai plus aimé que les autres. Il y a le chapitre déjà où il y a Miyuki qui s'entraîne au volley pour pas passer pour une bille. Et il est ultra mauvais en sport. Alors, il est bon physiquement, comme il dit, mais il a aucune coordination. Et il demande à Fujiwara de l'entraîner. Et à la fin, Fujiwara, il est en sang. Parce que l'autre, il sait rien faire. Il passe une semaine à lui faire une passe. L'autre, pendant une semaine, il fait que de la merde. Et j'adore. Et no spoil. Mais il y a des conséquences par rapport à ça par la suite. La saison 2, vous savez de quoi je parlais. Il y a le chapitre... que je dis pas de bêtises, je vais essayer de m'en souvenir. Putain, il y en avait... Ah oui, le chapitre où Kaguya a appris le corps humain depuis les précédents tomes. Et elle rigole par rapport au mot Zizi. Et Fujiwara s'en rend compte. Et elle arrête pas de la faire chier par rapport à ça. Et j'adore le passage où en fait, elle pose plein de questions à Miyuki. Et qu'à chaque fois, le mot qu'il doit dire est un synonyme du pénis. Genre, c'est quoi? Sur quoi est-ce on amarre un bateau? Sur une bite d'amarrage. Je sais plus... où est-ce qu'on va dans une... Qu'est-ce qu'on fait dans une file d'attente? On fait la queue. Et c'est génial, j'ai pleuré de rire rien qu'au synonyme, mais je rigolais parce que je savais quel mot a voulu lui faire dire, et je trouvais ça trop drôle. Et il y a le passage où, j'en ai pas parlé, il y a là aussi l'apparition du trésorier du BDE, Yu Ishigami, et il y a un passage où il a peur de Kaguya parce qu'elle a vraiment des faciès qui font vraiment peur, et il y a un chapitre qui est génial, où il parle du fait que Kaguya fait du tir à l'arc, donc du Kyudo plutôt, et elle dit ouais, en plus c'est bien, c'est qu'elle a pas de poitrine, donc elle peut tirer l'arc et le bander bien, et ça lui fera pas de dégâts au sein. Sauf que derrière, il y a Kaguya, et il arrête pas de faire des reproches par rapport à sa poitrine. Il dit, et t'imagines Fujiwara avec son gros paquet là, doit faire... Sauf qu'à ce moment-là, il y a aussi Fujiwara derrière. Et j'ai trouvé ça génial, la tête où ils sont en mode, toi on va tellement te péter la gueule dans quelques instants. J'ai trouvé ça génial, et la scène où il se retourne, il y a les deux qui le regardent avec des têtes de démons, et Fujiwara prend un papier et fait, mais... Tu vas te niquer. J'ai trouvé ça génial. Voilà, Kaguya-sama, Love is War, le tome 3, il m'a fait rire. J'ai hâte de lire la suite, en tout cas, continuez. Kaguya-sama, moi, c'est un grand plaisir à lire. Hell Paradise, tome 12, donc c'est pas le dernier, c'est l'avant-avant-dernier tome, donc c'est l'antépénultième, si je dis pas de bêtises. C'est un gros mot, mais voilà, ça veut dire avant-avant-dernier, en gros, hein, c'est ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce tome-là. Alors, je me souviens de toute l'histoire avec les marrons chauds sucrés, avec la femme du héros, Gabimaru, et le combat contre la ninja. Après, j'avoue que je me souviens du grand frère des exécuteurs, et donc l'histoire qu'il a plusieurs auras, parce qu'il a eu plusieurs compagnons, etc., qui était cool. Mais ouais, j'avoue que il m'a un peu moins marqué ce tome-là. Alors, pourtant, c'est un des derniers que j'ai lu, mais j'avoue que comme je dis à chaque fois, j'ai beaucoup de lectures, je ne sais pas de tout, mais c'est bien, il reste plus que 2 tomes, donc foncez, c'est une série en 15 tomes, et c'est génial, le dessin est trop cool, et il y a un peu de violence quand même, mais j'aime bien, mais j'avoue que là, je suis peut-être un peu sorti de l'histoire, peut-être que je me relise les tomes, mais comme il reste plus que 2 tomes, je pense que je vais attendre que la série soit finie, et tout me relire pour le tome 14, en tout cas, Hell Paradise, je vous conseille, c'est très bien. Made in Heaven, tome 8, oh putain, il s'est fait attendre ce tome-là, parce que je me suis dit, mais ça fait combien de temps que le tome 7 est sorti? Je suis allé voir. Il est sorti l'été dernier. Quasiment 1 an d'attente entre le tome 7 et le tome 8. Ce qui fait que j'ai très peu de souvenirs du tome précédent. Mais heureusement, Akata a pensé à moi. Et il y a un petit résumé des réincarnations, des relations entre les personnages. Ce qui est bien, c'est que j'ai relu tout ça. Et quand je suis arrivé à la fin, quand ils ont expliqué où ils en sont actuellement, je me suis dit... Parce qu'en fait, actuellement, dans la réincarnation où ils sont aux personnages, ils en sont la 3e. Le héros est toujours un homme. Mais ses 2 compagnons, donc ces 2 love interest, c'est les 2 qui veulent sortir avec lui. Donc la fille est devenue un jeune garçon. Et le mec est devenu une fille. Sauf que dans cette réincarnation, le héros est gay. Pas de bol. Et donc, et je me suis dit, mais ce serait trop bien qu'il y ait une réincarnation où les 2 sont des filles, ou inversement, où lui c'est une fille et les 2 sont des mecs. Ça serait génial qu'il fasse ça, mais il reste que 4 tomes, je pense qu'on aura encore une réincarnation, peut-être 2, mais j'y crois pas trop la deuxième, je pense encore une, ça sera fini. Voilà, on continue, et il y a toujours des histoires super intéressantes, notamment le fait que le
pote du héros à l'heure actuelle, à notre époque, rencontre un autre mec qui est aussi une réincarnation, avec qui il est tombé amoureux dans le passé, ce qui fait que on poursuit ces histoires de réincarnation qui ont des conséquences à l'heure actuelle. Toujours aussi cool, Made in Heaven, mais j'avoue que le rythme est horrible. Il reste 3 tomes, j'espère qu'on n'aura pas un tome tous les ans, parce que c'est pas possible. Là, clairement, c'est insane pour poursuivre une série. Je me plains pour Prisonnier Riku, mais on arrive au dernier tome, mais Made in Heaven, c'est mon prochain combat, là. Un tome tous les 3 mois, bon, je peux m'y faire. Mais quand la manga est finie, autant que ça se finisse rapidement. J'ai pas envie de passer 6 ans à poursuivre une série, c'est horrible. Alors, j'ai fini avec les mangas, on va parler un petit peu de comics, et là, c'est une petite larme à l'œil, parce que le 17e et dernier numéro de Doggy Bag, donc c'est le 4e de la saison 2, qui est donc le dernier de Doggy Bag, ça y est, ça prend fin. Alors, il y a eu des explications sur Twitter, je crois que c'est à cause du Covid, que ça rapporte pas autant d'argent que ça voudrait, que c'est un peu compliqué, voilà, donc ils ont préféré mettre fin à l'aventure. J'espère secrètement qu'on aura une saison 3, parce que clairement, faire une saison 2 pour faire 4 numéros, je suis un peu déçu, je m'attendais au moins qu'il y ait 13 numéros, pour que ça fasse comme la saison 1, qu'on ait autant de numéros. Après, il y a des raisons, je comprends, c'est juste, ça me fait chier parce que j'aime beaucoup ce magazine, série de recueil, parce que finalement, c'est pas une série de comics, hein, où on a 14, on a 17 tomes qui suivent. Non, c'est vraiment, alors, il y a quelques exceptions dans les Doggy Bag, mais c'est vraiment un numéro, 3 auteurs, 3 histoires indépendantes. Il y a même des fois, il y a des histoires avec des thèmes. Par exemple, je suis en train de, enfin, il m'en reste 1 ou 2 à lire en plus du tome 17. Il y a le tome 11 ou 12 où c'est un spécial Japon, donc c'est autour du thème du Japon. En plus, ils ont fait venir Atsushi Kaneko pour ce numéro-là, c'est n'importe quoi. Un auteur japonais dans Doggy Bag. Et là, il n'y a pas vraiment de thématique centrale, c'est juste 3 histoires qui sont super cool. Je suis un peu déçu que ça soit terminé, ça me fait un peu chier. Après, les 3 histoires qu'il y a dedans sont vraiment cool. En plus, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit côté chromé, brillant, c'est super cool. Dans l'histoire, on a 3 histoires qu'on peut retrouver par rapport à la couverture. La première, c'est l'histoire que j'ai le plus kiffé, c'est la licorne, où en fait c'est, alors je sais pas vraiment dit ce que c'est, mais c'est un viking qui a tué une licorne, qui a récupéré la corne, qui la vend à un mec, et on voit toutes les conséquences de cette licorne. En fait, c'est que les mecs qui s'entretuent, un petit peu comme dans Harry Potter avec la baguette de Soro, pour récupérer cette licorne, cette corne de licorne qui aura plein de pouvoirs. Et comme c'est un animal rare, et ben les mecs ils la convoitent. Et j'adore, c'est que, alors spoiler, hein, désolé, dernière page, on revoit le viking qui pêche en fait un narval et qui dit « C'est quand même dur de tuer une licorne ». Et tu te dis, oh l'enculé. Alors qu'en plus, c'est tout con. Tu te dis, mais dès le début, tu sais que c'est une connerie. C'est sûr que c'est pas une licorne. Que c'est un monde qui a l'air réaliste. Et ben ouais, dès le début, c'était pas une licorne, c'était une corne de narval. Et parce qu'en plus, ça fait penser un petit peu à Vinland Saga. Mais voilà, j'ai trop kiffé cette histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire de femmes qui se mettent des peaux d'animaux et qui peuvent devenir ces animaux-là. Il y a un peu une guerre de territoire, ça finit de manière morbide. Et la troisième histoire, c'est lié, alors ça se passe au Mali, si j'ai pas de bêtises, et il y a une histoire de terrorisme, de djinns, c'est super cool. Voilà, Doggy Bag se termine bien. Honnêtement, ça aurait pu être sur des histoires pas ouf. Clairement, on a 3 histoires qui sont bonnes. J'aime beaucoup plus celle de la licorne. Et alors, j'en parle maintenant, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai envie de faire un petit hommage à Doggy Bag en faisant une vidéo top 10, où je vais me relire les 17 numéros, que des Doggy Bag, hein, parce qu'il y a eu des Doggy Bag présentes, mais je vais pas les lire, ça, parce que je les ai pas en plus. Et je donnerai mon avis sur mes 10 histoires préférées. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. J'ai envie de le faire, vraiment, de me relire en plus tout Doggy Bag. Et de vous donner une sélection de bonnes histoires, voilà, si vous voulez en lire. Bon, après, le problème, c'est que, comme il y a une histoire, peut-être qui me plaît sur un numéro, sur un bouquin, c'est-à-dire qu'il y a 2 histoires un peu moins ouf, qui vont peut-être moins vous plaire, mais au moins, vous aurez possiblement 10 numéros sur 17 que vous pourrez prendre en vous disant, il y aura une histoire que je vais kiffer. Enfin, en tout cas, que moi j'ai kiffé. Parce qu'après, il y a pour tous les goûts dans Doggy Bag. Il y a des trucs morbides, des trucs super bizarres, super bien renseignés, ou les mecs ils ont fait pas mal de recherches. C'est vraiment, il y a toujours un beau travail de recherche sur chaque numéro. Est-ce que j'ai une page comme ça? Bon, celui-là, comme par hasard, il est un peu moins documenté. Voilà. Par exemple, là, sur la licorne, il y a plein de documentation. Alors, attention que le focus se fasse. Sur la licorne, où les mecs, ils ont fait des recherches sur la licorne, sur les représentations à travers les âges. Et je trouve ça super cool. Là, il y a un beau travail de recherche qui a été fait. En tout cas, voilà, Doggy Bag, c'est terminé. Et bah merde, voilà, on va dire ça comme ça. Et on finit avec le 3e tome de Sandman. Alors, j'ai vu la news passer. Tout le casting a été fait pour Sandman. Et normalement, on va voir la saison 1. Alors, je crois que c'est sur Netflix en 2022. Donc, si vous voulez faire les anciens, dire moi je connais le comics, je suis un ancien.
Lisez Sandman, c'est trop bien. Alors on a toujours dans ce tome-là, à chaque fois, une grosse histoire et plein de petites histoires. La grosse histoire, je la trouve, je pense que c'est l'une des plus what the fuck de Sandman, où en fait c'est sur une fille qui, gamine, s'est créé un monde imaginaire, et en fait le monde imaginaire vient la chercher. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, mais dans le sens où c'est pas Alice va pas dans un monde merveilleux, mais dans un monde qu'elle a créé. Et là tu vois des trucs what the fuck, alors qu'ils font référence à ces jouets d'enfants, mais qui ont pris vie, il y a une relation, etc. Tout un truc en plus par rapport à l'enfance qui est super cool. Voilà, c'est le tome le plus what the fuck de Sandman à l'heure actuelle, et c'est trop bien. Il me reste encore 4 tomes comme ça à lire. J'ai pas encore pris le temps de lire les bonus. Pourtant j'ai lu le bouquin il y a au moins une semaine. J'ai pas du tout pris le temps de lire ça. Il y a un... Alors c'est l'histoire que j'ai le moins appréciée, c'est qu'il y a un petit Sandman présent où t'as une histoire plus longue, et je suis un peu moins rentré dedans. Peut-être déjà que j'ai vu que c'était très long, je me suis dit oh ça va me faire chier. Mais ouais, les histoires sont vraiment cool. Alors en plus on a les 3 petites histoires. On a une histoire sur l'empereur romain qui est vraiment sympa. On a une histoire qui se passe pas la Renaissance, à la Révolution française, et qui fait suite un petit peu à une histoire du premier tome où on avait Sandman qui rencontrait un immortel et qui croisait plein de personnes. Et ben une des personnes qu'il a croisées revient dans ce tome-là. Sandman, toujours aussi bien. Lisez comics. Et de toute façon, vous allez tous lire le comic quand on va voir l'animé qui va sortir. Comme moi, qui ai commencé à lire le comics Invincible après avoir vu la série sur Amazon. Mais voilà, je suis fragile. Mais là, je découvre Sandman avant la série, donc je serai un ancien. Voilà. Voilà, c'était ma vidéo lecture. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci puisse grossir et la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!